Non, Lucas, non. J'ai beau faire, je ne peux pas m'intéresser à autre chose. J'aime l'école. Je veux apprendre, moi. Je ne veux surtout pas rester un paysan ignorant. Crois-tu que notre père ne serait pas plus heureux s'il était instruit? Mon pauvre Gaspard, laisse notre père tranquille. Il est bien comme il est. Mais toi, aimes-tu tellement rester enfermé des heures entières dans cette méchante salle de classe pour apprendre des choses qui ne te serviront jamais? Regarde-toi, tu es pâle comme un navet et fragile comme une pousse. Moi, ce que j'aime, c'est la vie des champs. Les travaux de la ferme ne me font pas peur. Et tu sais que je n'ai pas mon pareil pour rentrer les trèfles ou pour mener le labour. Et cela me donne une belle santé. À quoi pourrait me servir la grammaire ou l'histoire pour ce travail? Nous sommes dans les Vosges, pas très loin d'Épinal, il y a plus d'un siècle. C'est la grande époque de l'essor du chemin de fer. Les manufactures, les fabriques, les usines prospèrent. Elles attirent les paysans qui quittent leurs terres et deviennent ouvriers. Les écoles se répandent aussi, on n'y apprend encore qu'à lire, écrire et compter, mais les maîtres aident les enfants qui méritent d'aller plus loin. Les parents, élevés dans la tradition paysanne, ne sont pas toujours d'accord, et c'est justement au sortir de l'école que les deux frères, Gaspard et Lucas, ont cette discussion. Assis sur le talus, en bordure du chemin qui mène à la ferme, ils s'affrontent presque chaque jour sur ce sujet. Gaspard, malgré toutes les réprimandes de son père, s'obstine à vouloir trop apprendre. Il néglige sa part de travail à la ferme. L'école a été pour lui une révélation. Souviens-toi, Lucas, je deviendrai savant. J'inventerai des machines, j'écrirai des livres, je gagnerai beaucoup d'argent. Mais Gaspard n'a pas le temps de poursuivre. Son père, qui a tout entendu, intervient soudain. Ainsi avec ces balivernes. Ah, tu veux devenir un monsieur, t'as pas encore l'âge, mon garçon. Pour l'instant, obéis. Je dois ramasser mon trèfle et j'ai passé de tout le monde. Allez au travail. C'est que j'ai des devoirs à faire. Oh, la belle excuse, ma foi. Quand mes trèfles sont dehors et bon à rentrer, prends garde à toi, Gaspard, je t'ai à l'œil. Travailler sacré. Il est pas bon de me mettre en colère et c'est pas les livres qui vous mettent des écus dans la poche et du pain dans la huche. Pas les livres, mon père, mais ce qu'ils apprennent est... Assez! Au travail, tous! Toi, comme les autres, allez! Cette grande colère avait marqué un tournant dans l'attitude du père Thomas. Il avait quand même été frappé par la détermination de Gaspard. Et Lucas, de son côté, qui aimait bien son frère, l'avait soutenu en faisant valoir tous les bienfaits de l'école. Quand il parla de la prochaine distribution des prix, car on approchait de la fin de l'année scolaire, et qu'il eut mentionné que Gaspard allait tous les emporter, le père montra une certaine fierté. Gaspard continua à fréquenter assidûment l'école, mais Lucas, hélas, manquait toutes les fois qu'il y avait du travail pressé. Jusqu'au jour où... Père, le petit Guillaume apporte une lettre de son père. Il dit que c'est pressé. Voyons cette lettre. Ouais. Lucas. Lucas, tu saurais déchiffrer ce gribouillage, toi? Non, père. Je ne sais pas encore lire l'écriture. Ni autre chose non plus, hein, tout comme moi. Eh ben, Guillaume, à dire à ton père qu'il n'y a pas de réponse à sa lettre quant à présent et qu'il ferait réponse plus tard. Gaspard ne rentra qu'à la nuit. La mine renfrognée de son père, l'attitude penaude de Lucas ne lui laissait rien présager de bon. Mais sa surprise fut grande quand son père, très calme, lui tendit la lettre. Ah, tiens donc, Gaspard, tiens, lis-moi dans cette lettre. Oui. La vache rousse que tu voulais avoir, père Thomas, a paru gentille au voisin Camus. Il vient me l'acheter et m'en offre 253 francs. Si tu la veux pour ce prix, viens la chercher. Si tu ne me fais pas dire que tu la prends, c'est que tu n'en veux pas, et Camus l'emmènera tout de suite. Ton ami Guillaume. Un grand silence se fit. Le père Thomas avait fait un rapide calcul. Cette vache rousse valait au moins 300 francs, et l'ignorance de Lucas, mais la sienne aussi, lui avait fait manquer une bonne affaire.
Il réfléchit si bien que non seulement il résolut d'encourager Gaspard à augmenter son savoir, mais encore d'obliger Lucas à aller tous les jours à l'école pour qu'il devienne savant comme son frère. Gaspard, bien entendu, profita de cette chance. Il étudia de toutes ses forces et étonna tout le pays quand, le jour des examens de fin d'études, il fut reçu premier du canton. Et la surprise du père Thomas fut bien plus grande quand, à quelques jours de là, il vit successivement arriver à la ferme M. Frolichine et le premier commis de M. Ferréor. Tous deux, industriels de la région, voulaient engager Gaspard dans leur manufacture. Ainsi, pour son savoir, son Gaspard, un garçon d'à peine 16 ans, était aussi recherché. M. Frolichine, étranger au pays, était installé depuis peu dans la région. Son usine paraissait florissante. Quant à M. Ferréor, tout le monde savait que par son travail et sa persévérance, lui, simple ouvrier cloutier, était devenu un industriel riche et respecté. L'ennui était que M. Frolichine et M. Ferréor se faisaient concurrence dans leur fabrication de petites métallurgies, câbles, fils, plaques de tôle de cuivre et de zinc. Finalement, ce fut M. Ferréor qui l'emporta. Alors, Gaspard, à quel atelier travailles-tu en ce moment? Eh bien, je suis au fil de fer pour clôture, monsieur. Et cela te plaît? Tout ici me plaît, monsieur. Et je ne demande qu'à mieux apprendre. Tant mieux, Gaspard, tant mieux. Mais saurais-tu devenir contremaître? Si j'en ai les moyens, oui, monsieur. Qu'appelles-tu les moyens, Gaspard? Les moyens, monsieur, c'est pour moi de tout apprendre afin de mieux surveiller, contrôler, activer pour que les ateliers tournent à plein rendement. Mon petit Gaspard, ta réponse est pertinente. C'est d'accord. À compter de ce jour, tu resteras avec moi pour tout apprendre. Je te mènerai moi-même dans tous les ateliers. Je t'expliquerai le fonctionnement de toutes les machines. Je t'apprendrai aussi à tenir les comptes. Et quand je te sentirai prêt, tu deviendras mon homme de confiance. Mais fais d'abord tes preuves. Nous aviserons ensuite. Gaspard se le tint pour dit. Travailleur acharné, il apprenait, observait et faisait des propositions d'amélioration à M. Ferréor. À cette époque, Gaspard s'intéressait plus spécialement aux ateliers d'étirage des plaques de cuivre. Il avait une idée en tête, celle d'arriver à produire des feuilles de cuivre et de zinc qui puissent se rouler comme de la toile goudronnée et remplacer celle-ci dans tous les travaux de couverture des toitures. C'était là un marché nouveau, totalement inexploité, et qui laissait espérer des profits importants. Quand il fut sûr des possibilités de son invention, il se rendit chez M. Ferréor pour lui exposer son projet. Mon cher Gaspard, ton idée est intéressante. Mais comment veux-tu que le cuivre, qui est un métal dur, puisse être laminé au point de s'enrouler comme une feuille de toile? J'ai cru aussi, monsieur, que l'idée n'était pas réalisable. Mais j'ai trouvé un procédé chimique qui, par alliage, donne au cuivre et au zinc toute la souplesse nécessaire. Nous devrions produire sous peu des centaines de mètres de toile à couvreur par jour. M. Ferréor étudia attentivement la formule de Gaspard. Il ne put dissimuler son admiration. Gaspard, mon enfant, il y a longtemps que j'ai apprécié tes qualités. Ta belle découverte me décide aujourd'hui à te faire une proposition. Veux-tu devenir mon fils et l'héritier de ma fortune par la loi? Tu es presque un homme à présent et maître de ta décision. Gaspard, au comble du bonheur, avait les larmes aux yeux. Il n'en oublia pas pour autant ses parents. À l'usine, le jeune homme poursuivait son ascension. Le succès de l'atelier de feuilles de cuivre et de zinc était encore plus grand que M. Ferréor ne l'avait escompté. Les commandes affluaient de toutes parts, et même de l'étranger. Hélas, un tel succès n'allait pas sans attirer les convoitises des concurrents des usines Ferréor. M. Frolichine, son voisin, était du nombre.
À quelques mois de là, M. Ferréor dut s'absenter pour une huitaine. Il partait l'esprit libre de tout souci, ayant confié à son fils adoptif l'entière responsabilité de ses affaires. Et c'est pourtant durant cette absence que Gaspard eut à résoudre un problème de conscience. Un soir qu'il était plongé dans ses comptes, il entendit frapper à sa porte. C'était M. Fröhlichheim. Bonsoir, mon jeune ami. Je ne vous dérange pas, j'espère. Si fait, monsieur, et vous me voyez bien surpris de vous trouver à ma porte. Tout doux, mon jeune ami. Vous serez moins surpris quand je vous aurai annoncé que j'ai perfectionné votre procédé de fabrication de feuilles de cuivre et T5 et que je peux désormais vendre cette marchandise à la moitié de votre prix. Monsieur, vous avez fait de votre mieux pour me nuire. Ah, pas si vite, jeune homme. Je ne veux pas vous nuire. Au contraire, je vous aime beaucoup et je veux votre bonheur. Mon bonheur. Oui, Gaspard. Je vous apprécie tellement que je souhaitais que vous deveniez mon gendre en épousant ma fille Mina. Épouser votre fille, hein? Mais je ne la connais pas. C'est un ange. Elle est belle, douce. Je suis sûr qu'elle vous plaira. Et puis, voudra-t-elle de moi comme mari? Enfin, monsieur Fröhlichheim, cela n'est pas sérieux. Je suis le fils adoptif de monsieur Ferréor. Ah. Je dirige l'usine. Ah, vous n'avez rien compris, Gaspard. Si je vous donne ma fille, c'est que je ne veux plus faire concurrence à monsieur Ferréor, qui vous a adopté. Je suis un vieil homme, Gaspard. Je languis de mon Alsace natale. Je veux y retourner. Épouser Mina, Gaspard. Et je lui donnerai en dot toutes mes usines. Fils adoptif de monsieur Ferréor et Jean de Fröhlichheim. Vous serez un jour l'industriel le plus puissant de la région. Monsieur Fröhlichheim, je ne peux pas vous donner de réponse. Il faudrait que vous en parliez avec monsieur Ferréor et surtout avec Mina. Non, Gaspard. La décision vous appartient. Monsieur Ferréor et moi, nous sommes trop vieux. Nous nous sommes tellement usés dans les combats que nous ne savons plus taire nos rancœurs. Désormais, vous êtes l'héritier de monsieur Ferréor. Et je n'ai plus aucune raison de vous en vouloir, et donc de lui en vouloir. Quant à Mina, elle vous connaît, et je puis dire que vous ne lui déplaisez pas. Allons, je vous conduis à la maison. Gaspard, subjugué, suivit M. Fröhlichheim. Il appréhendait la rencontre avec cette jeune fille, l'engagement qu'il allait devoir prendre. En arrivant chez M. Fröhlichheim, les jambes lui manquaient. Il gravit comme un automate les marches du perron et se retrouva dans un grand salon, très cossu, où une sage et belle jeune fille brodait en compagnie de sa gouvernante. Alors les choses allèrent très vite. Non seulement Gaspard donna son accord à M. Fröhlichheim, mais il entama les démarches pour que tout soit prêt pour le retour de M. Ferréor. Il avait compris que la réconciliation dépendait de lui. Au jour dit, il alla à la gare pour accueillir M. Ferréor. Gaspard raconta alors ce qui était arrivé pendant l'absence de M. Ferréor. Le nom de Mina revenait si souvent dans son récit que M. Ferréor s'abstint de toute question. Il hochait seulement la tête. Bien entendu, il donna son accord pour tout. Le mariage eut lieu quelques semaines plus tard. Gaspard avait voulu y associer toute sa famille et aussi les ouvriers. Et c'est dans le grand hangar de l'usine que fut dressé l'immense banquet. M. Fröhlichheim y fit sa dernière apparition pour serrer la main de M. Ferréor. Il partit le soir même pour rentrer dans son pays natal. Dans le discours qu'il prononça à cette occasion, M. Ferréor annonça qu'il prenait sa retraite et qu'il laissait à Gaspard toutes les responsabilités. Gaspard, ta conduite exemplaire donne à chacun de nous une leçon de courage.
Ta réussite montre que par le travail et la persévérance, on peut s'élever dans la vie loyalement jusqu'au plus haut degré. Une nouvelle vie commence pour toi aujourd'hui. Une vie d'homme chargé de responsabilités. Tous ici, nous te souhaitons le grand bonheur que tu mérites. Bravo, bravo, bravo.